Bienvenue sur 20 avril. Le cessez-le-feu expire aujourd'hui. L'équipe iranienne n'est jamais montée dans l'avion pour Islamabad. La table des négociations est vide. Des soldats américains sont postés à la frontière de l'Iran, 415 déjà blessés, 13 morts et personne n'en parle. À ce stade, la question devient inévitable. Que se passe-t-il ensuite? L'affrontement le plus dangereux du monde va-t-il se dissoudre en silence ou va-t-il exploser? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je dois remonter 52 jours en arrière, parce que tout ce qui se déroule maintenant ne prend sens qu'à la lumière de ce qui devait arriver et de la raison pour laquelle cela a échoué. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé l'une des frappes militaires coordonnées les plus dévastatrices de l'histoire moderne. Des cibles partout en Iran ont été frappées simultanément, installations nucléaires, infrastructures militaires. Aux premières heures de cette campagne, le guide suprême Ali Khamenei, l'homme qui dirigeait l'Iran d'une main de fer depuis plus de 3 décennies, a été tué, disparu. Du jour au lendemain, toute l'architecture du pouvoir de la République islamique a été plongée dans le chaos, et le monde a retenu son souffle. Trump est apparu à la télévision avec l'expression d'un homme qui venait de gagner une partie de poker sans être certain d'en sortir vivant. Cela avait ce regard familier d'une conférence de presse où la confiance arrive plusieurs minutes avant l'épreuve. Il a déclaré au monde que le programme nucléaire iranien était terminé. L'annonce était emballée avec cette certitude absolue habituelle, celle qui ne survit que jusqu'au prochain point de presse. L'opération Midnight Hammer, a-t-il dit, avait transformé l'uranium profondément enfoui de l'Iran en poussière nucléaire. Cela ressemblait moins à une évaluation militaire vérifiée qu'à une formule polie pour la rediffusion en heure de grande écoute. Il a promis que la guerre serait courte, propre, décisive, qu'elle serait terminée en 1 semaine. Dans l'univers Trump, les échéanciers donnent souvent leur meilleur rendement comme slogan. C'était il y a 52 jours. Aujourd'hui, l'Iran n'a envoyé aucun diplomate à Islamabad. Le vice-président J.D. Vance, qui était censé être assis en face des négociateurs iraniens, est toujours à Washington. Apparemment, dans cette version de la diplomatie, ne pas monter dans l'avion est aussi une stratégie. Le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a multiplié les appels, parlant d'un moment critique. Et Trump a prolongé le cessez-le-feu, le même cessez-le-feu qu'il avait juré, quelques jours plus tôt, de ne pas prolonger. L'homme qui promettait des bombes a livré un délai. Le scénario continue de promettre le tonnerre, puis l'équipe de production sort une nouvelle prolongation. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de guerre. C'est l'histoire de quelque chose de bien plus complexe et de bien plus dangereux, l'architecture cachée du pouvoir à l'intérieur de l'Iran. Ce qui se passe à Téhéran en ce moment va bien au-delà de ce que la plupart des manchettes saisissent. Et le comprendre explique pourquoi ce conflit ne peut pas se terminer facilement, pourquoi les négociations s'effondrent sans cesse et qui, en réalité, ne veut pas la paix. Le point de départ, c'est Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, le visage public de la diplomatie iranienne. Le 17 avril, il a publié un message marquant. L'Iran était prêt à rouvrir le détroit d'Ormuz aux négociations. C'était un signal, un rameau d'olivier discret, formulé dans le langage diplomatique. Le monde l'a remarqué. Washington l'a remarqué. Washington, bien sûr, a développé un talent particulier pour remarquer les signaux, tout en faisant semblant de ne pas les entendre. Le Pakistan a commencé à préparer la logistique pour un 2e cycle de pourparlers à Islamabad. Il y avait un optimisme prudent. Puis Araghchi a disparu, pas physiquement, pas arrêté, mais sa voix s'est éteinte. Son compte Twitter est devenu silencieux. Ses déclarations directes ont cessé. Au même moment, quelque chose d'inhabituel s'est produit. L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim, directement liée au corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a commencé à publier des déclarations en son nom. Ce détail change tout. Le ministre iranien des Affaires étrangères, le principal diplomate d'un pays en guerre, ne parlait plus de sa propre voix. Quelqu'un d'autre parlait à sa place, et ce quelqu'un d'autre avait un agenda très différent. Pour comprendre cet agenda, il faut comprendre ce qu'est réellement le CGRI. La plupart des gens entendent « gardiens de la Révolution » et pensent à une force militaire, des soldats, des armes, des missiles. Cette vision ne saisit qu'une fraction de la réalité. Le CGRI n'est pas seulement l'armée de l'Iran, c'est l'économie de l'Iran, c'est le gouvernement de l'Iran. À bien des égards, c'est l'Iran lui-même. Un seul chiffre le montre clairement. Dans le budget iranien de 2025, 51% de l'ensemble des revenus d'exportation de pétrole et de gaz
ont été alloués directement au CGRI et à ses forces de sécurité affiliées. Pas aux hôpitaux, pas aux écoles, pas aux Iraniens ordinaires déjà écrasés par les sanctions. Plus de la moitié de la source de revenus la plus cruciale du pays, environ 12 à 13 milliards de dollars, a directement coulé dans les mains des gardiens de la révolution. Au même moment, le rial iranien s'effondrait. En 1979, un dollar américain achetait 70 rials. Au début de 2026, un dollar achetait plus de 1,4 million de rials. La monnaie a perdu 20 000 fois sa valeur en 4 décennies. Pendant que la population s'appauvrissait, le CGRI s'enrichissait. Et le budget pétrolier n'est qu'une partie de l'histoire. Le CGRI contrôle Khatam al-Anbiya, le plus grand conglomérat d'ingénierie et de construction de l'Iran. Cette entité a construit des raffineries, des lignes ferroviaires, des barrages, des gazoducs, et contrôle même l'aéroport international de Téhéran. Elle obtient des contrats publics sans concurrence. Elle prend le contrôle de contrats étrangers. En 2004, un consortium turco-autrichien a obtenu la gestion de l'aéroport Imam Khomeini. Le jour de l'ouverture, des gardes du CGRI ont physiquement bloqué la piste. L'aéroport a été fermé. La compagnie étrangère a été évincée. Le CGRI a pris le contrôle. Ce comportement n'est pas typique d'une force militaire. Il ressemble au fonctionnement d'une mafia. Selon certaines estimations, des entreprises affiliées au CGRI contrôlent entre un tiers et les 2 tiers du produit intérieur brut de l'Iran. D'autres analyses vont plus loin, suggérant que jusqu'à 80% des principaux secteurs économiques tombent sous leur influence. Construction, banque, télécommunications, agriculture, produits pharmaceutiques, pétrole, transport, assurance, immobilier. La conclusion est inévitable. Le CGRI ne se contente pas de défendre l'Iran, il possède l'Iran. Dans cette perspective, une question cruciale surgit. Si une organisation possède de fait les principales industries et les principales sources de revenus d'un pays, préférerait-elle la paix? Ou préférerait-elle une tension contrôlée et une situation qui lui permet d'exploiter une économie parallèle, de maintenir des réseaux de contrebande, de sécuriser des contrats sans appel d'offres et d'éviter toute surveillance extérieure? Cette dynamique explique une grande partie de ce qui se passe maintenant. Le CGRI ne veut pas d'accord pas uniquement pour des raisons idéologiques, mais parce qu'un accord menace sa position économique. Le détroit d'Ormuz l'illustre clairement. C'est la voie maritime la plus importante au monde, par laquelle transite 20% du pétrole mondial. Depuis le début de la guerre, le trafic s'est presque effondré. À un moment donné, seulement 12 navires ont traversé en 24 heures, alors qu'en temps normal, il serait des centaines. Chaque navire qui entre dans les eaux contrôlées par l'Iran peut être soumis à des frais, et ces frais ne vont pas à l'État iranien, mais au CGRI. En ce sens, le blocus et l'impasse ne sont pas seulement des outils stratégiques, ce sont des sources de revenus. Les déclarations de figures comme Mahdi Mohammadi renforcent cette lecture. Quand Trump a prolongé le cessez-le-feu, Mohammadi l'a rejeté, affirmant que la partie perdante ne peut pas dicter les conditions. Cela faisait paraître le ton triomphal du camp Trump encore davantage, comme un tour de piste victorieux à la recherche d'une ligne d'arrivée. Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui cherche un compromis. Cela traduit une croyance dans le levier et peut être dans l'avantage. En même temps, l'Iran n'agit pas comme une entité unifiée. D'un côté se trouve le gouvernement civil, le président Pezeshkian, le ministre des Affaires étrangères Arakchi, le président du Parlement Ghalibaf, des figures qui conservent un certain lien avec la structure politique civile. Ce sont eux qui ont participé au premier cycle de pourparlers à Islamabad les 11 et 12 avril, et qui ont laissé entendre qu'un accord pouvait être possible. Leurs voix, toutefois, se sont faites de plus en plus discrètes avec le temps. De l'autre côté se trouve le CGRI, qui, depuis la mort de Khamenei, a atteint un niveau de pouvoir sans précédent. Ali Khamenei n'était pas seulement le guide suprême, il était aussi une force d'équilibre entre des factions concurrentes. Avec sa mort, cet équilibre a disparu. Mojtaba Khamenei a été nommé nouveau guide suprême, mais il est resté largement invisible, publiant peu de déclarations, apparaissant rarement et ne parvenant pas à projeter une autorité claire. Le CGRI s'est engouffré de façon décisive dans ce vide. Des rapports indiquent que le commandant du CGRI, Ahmad Vaidi, a insisté pour que toutes les décisions de leadership critique passent désormais par les gardiens de la révolution. Cela suggère un renversement de l'autorité traditionnelle. Plutôt que de recevoir des ordres, le CGRI définit lui-même les limites de ce qui peut être décidé.
Cette lutte de pouvoir interne entre la direction civile et le contrôle militaro-économique est la force sous-jacente qui façonne l'enlisement des négociations. Le gouvernement cherche le dialogue. Le CGRI favorise l'escalade. À ce moment-ci, le CGRI semble avoir le dessus. Cette dynamique explique pourquoi les négociations n'ont pas progressé. Le premier cycle de pourparlers américano-iraniens à Islamabad représentait le plus haut niveau d'engagement depuis 1979. Pourtant, il s'est terminé sans accord. Même si la question nucléaire a été mise de l'avant publiquement, le différend central est plus immédiat. L'Iran exige la levée du blocus naval américain imposé le 13 avril, qui a forcé 28 navires à rebrousser chemin. Les États-Unis refusent de lever cette pression sans garantie que l'Iran ne développera jamais d'armes nucléaires. Washington continue de présenter cette formule comme une clarté ferme, alors même que la politique autour ressemble à une improvisation en complet très coûteux. Ces positions sont fondamentalement incompatibles. Et derrière elles, le CGRI continue de renforcer sa position économiquement et stratégiquement au fil du temps. Il existe une autre couche à cette situation, qui en approfondit la complexité, et elle renvoie à une observation de John Keegan, l'un des historiens militaires les plus respectés. Il décrivait la guerre comme 99% d'ennui et 1% de terreur. Cette description semble particulièrement pertinente dans ce conflit, surtout compte tenu de l'absence presque totale d'accès médiatique à la ligne de front. Historiquement, les guerres étaient documentées directement. Des journalistes étaient présents dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, intégrés aux unités pendant la Seconde Guerre mondiale et diffusés en direct pendant des événements majeurs comme le Blitz. Aujourd'hui, malgré des centaines de pertes chez les soldats américains, l'attention publique se concentre sur l'horaire diplomatique, par exemple, à savoir si le vol de JD, Vance vers Islamabad, a été annulé. La couverture moderne de la guerre, du moins à l'ère Trump, dérive souvent vers la chorégraphie des apparences. La réalité quotidienne des soldats demeure largement invisible. Il existe peu de reportages sur leurs conditions, leurs routines ou leurs expériences. Ce silence crée une déconnexion, mais il rappelle aussi des moments antérieurs de l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats de camps opposés sont un jour sortis de leur tranchée la veille de Noël, se sont retrouvés dans le no man's land et ont brièvement reconnu leur humanité commune. Ce moment a alarmé les dirigeants militaires, ce qui a mené à une interdiction stricte de telles interactions. La question de fond demeure sans réponse. Lorsque des soldats reconnaissent l'humanité de leurs adversaires, la logique du conflit devient plus difficile à soutenir. Cette tension se reflète aussi dans les événements contemporains. Des anciens combattants américains ont manifesté à Washington le 20 avril, portant des symboles de commémoration pour les civils iraniens tués dans les frappes aériennes. Plusieurs ont été arrêtés. Leur message était clair. Une autre guerre comporte des coûts inacceptables. Pourtant, ces événements ont reçu peu d'attention, éclipsés par les développements diplomatiques. Pendant ce temps, des civils dans des endroits comme Minab ont subi les conséquences directes de l'action militaire. Parmi les victimes figuraient des enfants, et les appels à la reddition de comptes sont largement restés sans réponse. Cela contribue à ce que certains analystes ont décrit comme un brouillard de paix, une situation où l'information est incohérente, les signaux sont flous et les récits sont façonnés par l'ambiguïté stratégique. Dans cet environnement, la position de Trump a évolué. Au départ, il paraissait décisif, lançant des frappes, déclarant une victoire et projetant une image de contrôle sur la situation. Cependant, avec le temps, des contradictions sont apparues. Il a déclaré que le cessez-le-feu ne serait pas prolongé, puis l'a prolongé. À ce stade, le schéma est clair. La déclaration arrive comme une chute, et la politique se présente plus tard pour négocier avec elle. Il a mis en garde contre une escalade imminente, mais cette escalade ne s'est pas produite. L'Iran n'a pas pris part aux négociations, n'a fait aucune concession et n'a pas changé de position. Pourtant, le cessez-le-feu a persisté. Cet écart entre la rhétorique et l'action est devenu l'une des caractéristiques déterminantes de la situation. La mise en scène continue de vendre de la certitude, pendant que le résultat continue de demander un autre délai. En même temps, les structures d'appui politique ont montré des signes d'usure. Des figures qui avaient autrefois fortement soutenu Trump, comme Tucker Carlson, auraient exprimé des réserves. Lorsque des alliés clés commencent à prendre leur distance, cela signale un changement dans l'environnement politique plus large. Même les amplificateurs les plus loyaux finissent par remarquer quand les éléments de langage commencent à contredire le calendrier. À l'échelle internationale, la situation a aussi créé de la pression. Le Pakistan
a investi des ressources importantes pour faciliter les négociations, pour finalement voir l'Iran ne pas y participer. Tout en maintenant publiquement une position neutre, il réévalue probablement sa posture. Les considérations économiques jouent un rôle central. Le Pakistan porte d'importantes obligations financières envers des pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar, ainsi qu'envers des institutions comme le Fonds monétaire international, le FMI. Des acteurs régionaux, y compris les États du Golfe, surveillent de près l'évolution de la situation. Leurs économies dépendent fortement des flux pétroliers et d'un commerce stable par le détroit d'Ormuz. Les réactions des marchés reflètent cette vulnérabilité. Le prix du Brent a dépassé $101 le baril avant la prolongation du cessez-le-feu, ce qui souligne la sensibilité des marchés mondiaux de l'énergie aux perturbations dans la région. Chaque jour de tension prolongée impose une pression supplémentaire sur l'économie mondiale. Pendant ce temps, le CGRI continue d'opérer au sein de ses systèmes économiques parallèles, y compris des circuits financiers alternatifs et des secteurs qu'il contrôle. À l'échelle humaine, les soldats stationnés à la frontière font face à l'incertitude. Des rapports font état de difficultés logistiques, de chaînes d'approvisionnement sous tension et de communication limitée avec la maison. Ces conditions ravivent une question historique récurrente. Le coût humain du conflit correspond-il vraiment aux objectifs stratégiques censés le justifier? La guerre devait se terminer rapidement. Au lieu de cela, elle s'est prolongée bien au-delà des prévisions initiales. Le cessez-le-feu devait prendre fin. Au lieu de cela, il a été prolongé. Les négociations devaient avancer. Au lieu de cela, elles se sont enlisées. Et à Téhéran, au sein d'une organisation qui contrôle une portion importante de l'économie nationale et fonctionne avec une responsabilité limitée, des décisions sont prises qui façonneront la prochaine phase du conflit. Ces décisions ne sont pas clairement rattachées à des élus ou à des institutions publiques. Elles reflètent les priorités d'une structure qui fonctionne selon sa propre logique. Le CGRI demeure au cœur de cette structure. Il n'est pas passif. Il façonne activement les résultats. Cette réalité aide à expliquer le siège vide à Islamabad, les prolongations répétées du cessez-le-feu et la durée du conflit. La situation révèle un schéma plus large. Dans certains cas, le pouvoir le plus influent n'est pas celui qui déclenche l'action, mais celui qui profite du maintien de l'état actuel de tension. C'est une vérité difficile pour toute machine politique, construite sur des victoires instantanées et des fins calibrées pour la télévision. 22 avril. Le siège est vide. L'horloge tourne. Et pour l'instant, le monde attend. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.